FX, bonjour. Salut Max. Ça va bien? Oui, toi? Merci beaucoup. Dans le dernier show, là, on a parlé, la bonne nouvelle, c'est qu'on a parlé de la chasse au chevreuil. On avait commencé à rentrer dans le vif du sujet. C'est super agréable. On veut savoir là, comment se porte la petite bête du chevreuil dans les conditions actuelles. Début novembre, c'est vraiment un gros moment dans l'année pour le chevreuil, puisque le 6 novembre, c'est l'ouverture pour tous les chasseurs dans la région de Charlevoix pour pratiquer la chasse au chevreuil à l'arc et à l'arbalète. Et ça va se poursuivre le week-end prochain au fusil et à la poudre noire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au début de la période de pré-rut et d'accouplement. L'accouplement commence aux alentours du 7, 8, 9, 10 de novembre. Donc, le chevreuil est très vulnérable. Oui. Il va souvent visiter plus les ouvertures pour chercher des femelles en chaleur. Il va avoir des combats. Ils vont être beaucoup plus vocales. Ils vont faire beaucoup de vocalises. Donc, c'est vraiment une belle période à chasser puis qui est plaisant à voir les comportements du chevreuil aussi. Là, tu l'as mentionné, ça commence bientôt le 6. Oui. C'est bien ça. Est-ce que dans les débuts du temps, là, est-ce que c'est là le meilleur temps pour commencer sa chasse ou il faut attendre peut-être 2 semaines, le temps que les animaux sortent ou plus ou moins? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chasse ici, c'est pas comme en Outaouais ou en Chaudière-Appalaches, c'est que ça dure du 6 novembre au 14, approximativement. Donc, on parle de 9 à 10 jours. C'est 2 fins de semaine avec une semaine complète. Donc, on a un échéancier qui est beaucoup plus court pour réussir à récolter un chevreuil. Donc, c'est important, comme j'ai expliqué précédemment dans l'autre émission, notre dernière émission, c'est important de faire des bons sites d'apportage, cerner les habitudes du gibier. Oui. Ensuite, on peut faire dégratter, on peut mettre de l'odeur, puis ensuite, quand on sait où nos chevreuils passent avec nos caméras de surveillance, c'est là que l'offensive de chasse va changer. OK. T'as amené des produits sur le plateau parce que là, on parle encore une fois de technique de la chasse au chevreuil. Là, parlons de technique. Là, toi, là, quelle technique tu utilises ou qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Parce que là, on entre justement comme on en parlait. Là. Je ne reviendrai pas sur le côté de l'apportage parce que je l'ai bien élaboré dans le dernier segment. Par contre, là, on prend pour acquis qu'on a un site d'apportage. C'est visité, j'ai quelques mâles sur le terrain. Maintenant, je veux les garder dans le coin et surtout, je veux les provoquer. Mise en situation. Oui, OK. On est ensemble, on est dans une cache. Oui. On entend marcher dans les feuilles, on sait qu'il y a une femelle à la peau. Oui. La femelle est là avec son petit, elle mange. À un moment donné, elle devient nerveuse puis elle déguerpit. À part en courant, elle s'en va dans une zone de bois sale, mais t'entends marcher en arrière de toi. Souvent, le monde, le soir, ils reviennent à leur camion ou à leur chalet et ils disent « J'ai entendu un chevreuil », mais ils ne savent pas c'est quoi. C'est exactement. Mais 90% du temps, c'est un mâle qui voulait, je vais employer le terme anglais, « chasser », dans le fond, courir envers une femelle pour voir si elle était en chaleur, mais il n'a pas sorti dans l'ouverture parce qu'il n'y avait pas de danger. Il la voyait au loin, puis il a faim, il sait qu'elle n'est pas en chaleur. Par contre, si on utilise ceci, des artifices, dans le fond, c'est des appâts, des calls pour attirer le chevreuil. Ça peut lui faire 4-5 pas de plus, puis parfois, ça peut permettre de clore le deal avec le chevreuil. Donc, souvent, ce que je dis aux gens, c'est quand vous êtes dans votre cache, il y a un chevreuil qui s'en vient. C'est une technique qui est très simple. Dès que vous entendez marcher dans les feuilles, lâchez quelques calls. Ceci, c'est un appât très régulier, un ground call qu'on appelle. On l'utilise, on le prend, on te pousse l'index et on va pousser de l'air simplement. Oui, comment ça marche? On va faire des grognements de chevreuil. Oui, un son quand même pas très aigu, un son régulier qui se prend bien quand même. Oui. Puis ça, dans le fond, j'en fais 3 dans un rayon de 10 à 15 secondes. Fait que ça ressemble un peu à ça. Fait que je fais ça dans ma cache, j'entends le chevreuil qui s'en vient, je le fais. Souvent, ça va lui permettre de faire 4-5 pas, il va dire « Hey, il y a un mâle là, qu'est-ce qui se passe? » Il va-tu aller après ma femelle? Fait que là, il va se compromettre. Mais là, si on a une zone de tir avec une ouverture, c'est là qu'on va proposer sa gâchette, puis récolter le chevreuil. Et donc là, on est vraiment dans la portion, là, comme tu le disais, provocation d'animal pour l'attirer. C'est ça. Okay. On peut utiliser aussi un autre son, c'est le même type, c'est un ground call, mais celui-là avec un appât en bois, fait qu'il fait un autre son complètement différent. Donc, c'est un son qui est très clair, mais qui fonctionne très bien. Oui, ça commence mollo. Après ça, on sent la petite portée là, de plus en plus. Là, exactement. Ouais. Donc, après ça, je pourrais juste surenchérir une autre technique qui fonctionne bien. On appelle le chevreuil, on veut le provoquer. On reste toujours dans ce côté-là, on provoque, on ne sécurise pas le chevreuil. C'est une carte d'atout vraiment pour faire approcher un mâle. Oui. On utilise les cornes, on appelle le rattling, c'est un combat de mâle. Un combat de mâle. Oui. Donc ça va attirer le chevreuil. Pourquoi? Parce qu'un combat de mâle, ça signifie souvent dans le but d'accoupler une femelle en chaleur.
Vu qu'on est en période d'accouplement, souvent les mâles se battent dans le but d'obtenir la femelle en chaleur, puis pour pouvoir avoir le territoire, être le mâle dominant du coin. Donc, en faisant des bruits avec des cornes, puis en faisant des grunts, on est capable souvent d'aller chercher le mâle qui est nerveux, qui se tient loin des appâts, puis il pense qu'il y a du danger, mais ça sécurise. Il va dire, je vais aller voir, c'est drôle, il y a une femelle, peut-être qu'il est en chaleur, fait que les mâles se battent. Donc, c'est bien simple, on prend les cornes, on fait une prise de contact, puis là, ensuite, on fait comme des mâles qui chicanent. Simplement. Simplement comme ça. Okay. Mais là, au niveau de la technique pour les deux outils, là, je veux dire, le but n'est pas seulement de faire du bruit n'importe comment. Il y a une technique qu'on doit quand même savoir là, avant d'y aller à qui mieux. Oui, mais dans le fond, on chamaille. Comme on fait des intervalles de 30, 40, 50 secondes, on arrête, on recommence au bout de 2 minutes, on peut attendre au bout de 5 minutes. On peut faire une série même de rattling pendant environ 45 minutes à 1 heure. L'important, c'est de faire des intervalles. Donc, ça ressemble à ça au niveau de l'appel. Pour clore sur l'appel, on peut utiliser aussi le bleed. Le bleed, dans le fond, c'est un appel, un bêlement de femelles en chaleur. On peut le faire autant avec un appôt qu'avec ceci, une petite canne. C'est bien simple. On fait simplement tourner la canne. C'est un bêlement de femelles. C'est super drôle. On dirait un petit rire d'animaux. Oui, vraiment. Puis on peut le faire aussi avec un appôt comme ça, souvent qui ont des boutons poussoirs, donc c'est bien simple. Ça, c'est des sons plus sociaux, de prise de contact qu'on peut faire au courant de la journée quand on est dans un affût. Dans le but de sécuriser le chevreuil, parfois aussi, c'est un call de curiosité. Là, dans les deux qu'on a vus, on a vu le bidule vert et on a vu l'autre qui ressemble un petit peu à une flûte, exactement. Entre ces deux produits-là, ces deux techniques-là, finalement, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est en situation de telle affaire, je vais prendre elle, je vais privilégier elle? Au niveau de sa versatilité. OK, c'est ça. Je vais aller avec lui parce que je suis capable de faire les deux. Celui-là, je vais être capable de faire de la femelle, lui, je peux faire du mâle et de la femelle. Si je veux, mettons, je sais qu'il y a un chevreuil qui s'en vient. Mais si à un moment donné, je dis, je veux coller un peu plus loin. OK, la différence est là. Et dans le son. Donc, c'est ça. Donc, le mâle et la femelle, avec cet outil-là, a un son propice à la bête en question. OK, parfait. Donc, pour poursuivre, je vous dirais, quand on fait des appels, ce qui est très important, on va aller avec les odeurs. Puis les odeurs, souvent, ça peut être une carte d'atout, parce que là, tu t'émites le son d'un mâle. Mais si tu chasses pas loin, tu sais que tu as des mâles dans ton coin, tu peux les provoquer avec l'urine de mâle en rut. Ou tu peux poursuivre avec une ligne d'odeur sur le long d'un champ ou d'un chemin. Tu fais quelques vaporisations 50, 75 pieds avec de l'urine de femelle en chaleur. Donc, des fois, c'est pour amener du réalisme à ton scénario. Si tu prévois en après-midi de faire une séance d'appel, proche de ta cache, tu peux mettre de l'odeur. Ça fonctionne à merveille. Avec modération, souvent, les gens disent trop, c'est comme pas assez. Justement, mettez-en juste quelques vaporisations. Commencez de manière plus passive. Quelques vaporisations à chaque 50-75 pieds. Puis si vous voyez que les animaux sont réceptifs, vous les provoquez plus, le mettez-en plus. Mais mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Commencez ça graduellement. Est-ce que c'est moi ou quand on parle d'urine de femelle ou d'urine de mâle ou peu importe, on dirait que c'est le produit classique dans tous les appâts? C'est le produit qu'on connaît davantage, évidemment. Au niveau sexuel, je vous dirais, autant l'orignal que le chevreuil, c'est des animaux que ils répondent bien à l'odeur. Donc, femelle, c'est niveau séduction. Puis au niveau provocation, quand on veut jouer dans la tête à l'animal, ça va être surtout au niveau du mâle. Il y en a qui disent que l'urine de jeune mâle fonctionne mieux, d'autres l'urine de mâle dominant. Moi, pour ma part, je vois pas vraiment de différence. Donc, je vois que de l'urine de mâle dominant quand je veux faire des tests avec des caméras de surveillance. Mais je te dirais que n'importe quel produit fait la job. C'est sûr que mâle dominant, je te dirais, faire des grattés, faire des frottages, tu peux travailler avec ça. Puis l'urine de femelle, comme l'heure de curiosité, ça fait super bien. OK. Donc, pour la période de rut, c'est les produits que j'utilise. Puis, le plus important dans votre cache. Max, les gens, souvent, tu serais surpris. Je te dirais 9 fois sur 10, les gens ne font pas attention à leurs odeurs. Et c'est la base. Mettez des produits anti-odeurs sur vos vêtements. Lavez votre linge. Ça ici, je vais te le faire sentir. Une odeur de terre noire qui est absolument très forte. Oh, oui. Tabarouette, oui. Ça sent l'automne en studio. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, c'est faites attention à vos odeurs. Mettez des produits de ce genre-là. Traitez votre linge. Le chevreuil, ça sent, c'est 100 fois pire, selon moi, qu'un humain. Là. À 500 pieds, 400 pieds, si ça a le vent pour lui, ça te sent, c'est sûr. Je chasse toujours avec le vent d'en face. FX, donc, pour bien partir, en fait, la chasse qui va commencer sous peu, tu conseilles quoi là, comme appât, comme produit pour bien... On sait qu'il y en a plusieurs, là, mais pour bien commencer ça, qu'est-ce qui est préférable d'utiliser en partant? Moi, je vais y aller avec mes coups de cœur. Je vais commencer avec... J'ai toujours mon appât, comme ceci dans ma cache, pour faire des appels.
Si j'ai une urine à choisir, je vois qu'il femelle en chaleur. Au niveau de sa versatilité, on peut autant séduire un mâle qui va le compromettre à ce qu'il vient de sentir l'odeur, ou autant pour sécuriser les chevreuils du coin. Femelle en chaleur, c'est pas trop agressif, ça fait la job amplement. Puis sinon, mon autre coup de cœur, c'est mon anti-odeur, odeur de terre noire, un produit qui va sécuriser le gibier. Parce que ce que les gens, ce qu'ils comprennent pas souvent, c'est l'odeur de terre noire. Oui, ça camoufle ton odeur, mais le chevreuil est habitué de le sentir en forêt parce que quand il fait des grattages, il va frotter par terre, il va se coucher dans la terre, ça sent. Donc, ça le sécurise, ça le met en confiance. Des fois, quand tu as un petit doute, tu vois que tes chevreuils sont méfiants, mets-toi-en dans ta cache. Je te dis que ça peut vraiment faire de la différence. C'est très, très bon à savoir. FX, merci beaucoup de ta collaboration et au plaisir de se reparler une prochaine fois. Merci, Max. FX, bonjour. Salut Max. On va commencer par faire, si tu veux, un récapitulatif, on va l'appeler comme ça, de la chasse au chevreuil. On veut savoir tout d'abord comment ça s'est passé, cette chasse-là, dans la région. Chasse au chevreuil, cette année, ça a été une année un peu spéciale parce que ça a été une année plus difficile en général dans la région. Les commentaires qu'on a, ça a été beaucoup moins fructueux. Malgré le fait que depuis 2 ans, on a le droit au fusil, dans le fond, les calibres 12, calibre 20 pour prélever le 16, il faut être plus facile. Oui. Mais on ressent du mécontentement auprès des chasseurs. Malgré cette facilité-là, dans le fond, de pouvoir le récolter au fusil, il y a moins en moins de chevreuils dans la région, puis ça apparaît là, graduellement. Donc, je pense qu'il va falloir que le ministère regarde dans les prochaines années, peut-être pour appliquer des nouvelles lois, exemple, l'ajout d'un tirage au sort pour les permis de femelles, faire récolter des femelles pour équilibrer les ratios mâle-femelle. Parce que présentement, le ratio mâle-femelle des chevreuils est débalancé dans Charlevoix. On parle environ d'un ratio de 1/5 en général dans la région, ce qui est pas assez adéquat. Un bon ratio, c'est environ 1,2, 1,3. Ça fait en sorte que tes femelles vont avoir plus de veaux, vont être mieux accouplés, puis tu vas avoir plus de chances d'avoir des mâles matures qui vont pouvoir assurer une pérennité de l'espèce. Et ta strate d'âge de tes jeunes mâles ne sera plus d'1 an et demi, 2 ans et demi, elle va augmenter à 3 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans et demi. Donc, tu vas avoir une population beaucoup plus dynamique, plus en santé. Et je pense que aussi les hivers rigoureux commencent à faire en sorte que là, on a de la difficulté à reprendre le dessus. Oui, mais dans l'ensemble, on peut en conclure quand même qu'il y a eu des belles portées. Là, je vais l'appeler comme ça. Cette année, on a été très chanceux que l'hiver n'a pas été difficile dans les hivers. Mais si on a eu un hiver difficile, déjà que ça a été difficile cette année, je pense que ça aurait été catastrophique. Le mot est très précis, merci là-dessus. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir pratiquer? Parce que là, on sait que le chevreuil est terminé, l'orignal est passé. Donc là, on s'enligne vers quoi là, pour les amateurs de tout ça? C'est sûr et certain que là, présentement, le chevreuil est terminé, on peut faire du trapage, on peut faire du petit gibier. La chose la plus commune, je te dirais, qui est très, très intéressant à faire, c'est le colletage du lièvre. C'est une activité de choix pour initier des jeunes, initier des nouveaux initiés. C'est vraiment une belle activité. Ça fait prendre l'air. On peut faire ça derrière la maison, pratiquement, dans un petit boisé. C'est facile aussi. Le lièvre, là, c'est quand même des populations abondantes, proches des fermes, proches des petits quartiers résidentiels. Donc, il y en a un peu partout. Il suffit de trouver les bons endroits, des petits boisés avec de la forêt en régénération, du feuillage, des zones, des petites talles de sapins s'aérer, puis on est capable de faire de quoi d'intéressant. Puis en plus, les jeunes, souvent, ça leur donne de la piqûre parce qu'ils voient un lièvre, là, quand ils manipulent le lièvre, ils voient comment ça marche un peu. Ils voient les méthodes, puis la rigueur aussi après l'école, aller revoir ses collègues, puis tout ça. Donc, ça peut amener aussi une nouvelle génération de chasseurs et de pêcheurs pour les prochaines années. C'est un peu comme ça, je pense que le goût pour ça se développe. Là. Tu te donnes un bel exemple. Et surtout le fait que tu le dis, on peut faire ça chez soi, dans la cour, plutôt que de sortir dans les grands centres ou que ça peut être plus loin. Donc, mettre ces deux avantages-là ensemble, ça fait qu'on a peut-être plus de gens accessibles. Beaucoup moins d'investissement. Dans le sens, tu n'es pas obligé de faire 1h30 de véhicule. C'est ça qu'on explique. Oui, c'est ça. Puis c'est très accessible. Puis on revient à la base. Dans le sens, on peut faire ça derrière chez nous. On n'a pas beaucoup d'accessoires à acheter. C'est ça que je vais expliquer en studio. Simplement, des rubans marquables marqués l'endroit où on fait un collet. On utilise ensuite une broche de collet. On peut utiliser la broche de nylon, pas de nylon, excusez-moi, de laiton, de stainless. C'est deux produits qui fonctionnent super bien. Le laiton, c'est doré. C'est un produit qui est beaucoup plus malléable, c'est plus mou. C'est très facile à utiliser ça, pour faire, dans le fond, un collet adéquat. La grosseur, c'est environ la grosseur d'un point. Est-ce que tu peux nous en faire un collet rapidement? Actuellement, j'ai pas de pince. Là. Ça me ferait plaisir.
plaisir. Peut-être qu'on pourrait faire cet hiver, justement, peut-être un petit capsule terrain que je pourrais vous montrer comment faire, même faire un parcours. Du côté du stainless, son avantage chez l'hiver, quand c'est enneigé, c'est glacé. C'est une couleur qui paraît un petit peu moins. J'aime beaucoup le stainless aussi, des fois, quand on est dans des endroits assez ouverts. Exemple, dans des zones qui ont moins de résineux, c'est plus du petit feuillu. Ça fait moins de contraste. J'aime beaucoup ça l'hiver, travailler avec le stainless. Donc, bien important, on trouve des endroits où il y a des passages dans la neige de lièvre, des crottins, des traces, des empreintes. Puis on va marquer avec le ruban l'endroit où on fait le collet. Puis, comme je dis aux gens, initiez vos jeunes, amenez vos jeunes en forêt. Ça va les faire bouger. Puis, en même temps, ça peut leur permettre de voir un chevreuil, de leur faire voir un orignal. Donc, ça donne vraiment la piqûre, là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, j'amène par la suite des choses. On va parler de vêtements. Parce que souvent, on en parle de vêtements justement parce que là, on sait que l'hiver s'en vient. Le froid va embarquer. Évidemment, on n'arrête pas nos activités uniquement parce qu'il fait froid et qu'il y a de la neige. Là, on n'est pas là. Mais là, c'est de savoir vraiment comment est-ce qu'on va arriver, comment est-ce que les gens vont arriver à se supporter le froid dans des conditions qui peuvent être parfois extrêmes, je pense, là, parce que c'est être dehors là, dans des températures extrêmes, ça peut être particulier. Donc, comment est-ce qu'on peut, pas le terme survivre, là je parle un peu pour moi, mais comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter ça? Bien, ce qu'il faut faire attention, c'est au froid, on néglige souvent la base. On a souvent des bons manteaux. Oui. On a souvent une bonne sous-couche, mais on n'a pas des bonnes... Les premières couches, souvent, c'est pas les bonnes. Donc, pour revenir à la base, c'est important d'avoir un bon sous-vêtement. Un sous-vêtement soit à base de nylon. Souvent, eux autres, c'est de la laine de mérino avec du polyester, puis ils rajoutent souvent comme, pas du nylon, mais du coton. Il y en a qui mettent ça. Moi, je conseille pas le coton. Je conseille vraiment, comme ceci, là, de la laine de mérino avec un tissu synthétique. OK. Pour quelle raison, pas le coton, plus... Le coton, ça dégage trop d'humidité. Dans le fond, ton humidité ne s'évacuera pas. Okay. Simplement. Tandis que des produits faits à base plus de Polartec qui va évacuer l'humidité, de laine de mérino qui va garder une bonne chaleur, c'est des produits plus adéquats. Là. OK, donc on parle un peu d'isolant, là, si je comprends bien ici. Oui, le but, c'est vraiment de faire une bonne isolation. Okay. Ensuite, l'autre produit souvent que les gens aiment, c'est pour faire de la raquette, la randonnée pédestre. Ou souvent quand on va être statique ou même en motoneige, c'est des bas chauffants. Les bas chauffants, pourquoi je conseille ça souvent, c'est ça va te permettre de prolonger tes heures d'activité, que ce soit pour faire de la randonnée, du colletage, peu importe. Tu vas mettre ça dans le fond de tes bottes, simplement semelle chauffante, bas chauffant, avec une télécommande, tu vas contrôler le tout. Tu as des niveaux d'intensité de ta chaleur, c'est rechargeable, ça fonctionne super bien. Donc, que ce soit bas chauffant, semelle chauffante, c'est le même principe. Puis c'est un produit que je pense, même quelqu'un qui n'est pas trop frileux, des fois à moins 35, ça fait du bien d'avoir ça. Quand on est en motoneige, ou bien même quand on est en randonnée dans un parc national, quoi que ce soit, sérieusement, c'est un beau petit luxe à se payer qui est super intéressant. On va poursuivre avec les bas. Les bas, c'est selon moi la chose qui est la plus sous-estimée des gens. Des bas de laine qu'on parle un peu? Oui, celui-là, c'est la compagnie Storm Valley. C'est un bas de laine de mérino. Celui-là, c'est un bas très populaire, là, le type de bas mérino. Un meilleur embourrage peut-être? Oui, mais surtout très chaud. Puis les coutures sont intéressantes. C'est résistant. C'est pas quelque chose que tu vas mettre au lavage puis qui va percer tout de suite, qui va faire des trous. C'est durable. Puis surtout, ce qui est plaisant, ça va évacuer aussi l'humidité. Donc, très intéressant. On va poursuivre avec quelque chose de très intéressant, la botte. Souvent, quand on va marcher, on prend des grosses bottes de motoneige, style. Ça fait très bien. Okay. Mais si vous voulez être plus athlétique, plus sportif, à ce temps-ci, pas dans des périodes de moins 30, mettons des périodes de moins 5, moins 10, 0, on peut travailler avec une botte style lacet de marche, avec une membrane Primaloft qui va isoler et qui va être respirante, puis avec une isolation environ de 800 grammes. Donc, on va avoir de quoi qui va être quand même chaud. On peut mettre une semelle chauffante dedans, un bas chauffant, on peut mettre des bons bas de qualité. Donc, ça va te permettre de prolonger tes heures d'activité physique en forêt, puis surtout d'avoir du plaisir. Puis c'est important aussi, quand on magasine une botte, on regarde le profilage. On a un profil ici qui est vraiment fait pour marcher. On a une semelle qui est très sportive, très dynamique, qui va te permettre d'agripper sur de la glace, d'agripper sur une bûche de bois, donc très intéressant. Et je vais terminer au niveau des équipements avec le produit, selon moi, qui est très intéressant. C'est des nouveautés. C'est des chemises ou des vestons, ou il y a même des manteaux chauffants qu'on peut mettre en couche intermédiaire. Par exemple, on a notre sous-vêtement que je t'ai parlé tantôt, soit en Polartec ou en mérino. On met ça par-dessus. Oui, qui est un manteau d'hiver? Oui, c'est ça. Parce que je trouve qu'il y a l'air plus ou moins épais pour un manteau d'hiver standard. Oui, dans le fond, c'est lui, c'est qui est chauffant. Donc, l'avantage est là. Okay. Oui. Ici, dans la poche intérieure, on voit ici le bouton. On va insérer une batterie rechargeable.
OK. Puis, simplement, on va pouvoir ajuster l'intensité puis avoir vraiment un vêtement qui est chauffant, qui fait amplement le travail. FX, bonjour. Salut, Max. Dans les derniers shows, on a parlé de chasse au chevreuil, chasse à l'orignal. Maintenant, on parle de chasse au petit gibier. Quelle sorte d'espèces on peut retrouver quand on parle de petit gibier? J'en avais parlé un peu précédemment dans la dernière capsule. Toutefois, aujourd'hui, on va plus parler de lièvre, on va parler de géninotupé, on va parler de tétra du Canada, tétra de savane. Okay. Je te dirais que c'est les 3 espèces principales qu'on peut chasser dans Charlevoix. Ils sont très accessibles, fait qu'on va voir les techniques et aussi les engins qu'on peut utiliser. OK. Donc là, justement, on rentre dans la portion technique. Là. On parle de petits gibiers. Donc là, tout d'abord, comment est-ce qu'on trappe ça, les petits gibiers? Est-ce que c'est une technique différente des gros? J'imagine, logiquement. Comment est-ce qu'on anticipe ça? Premièrement, c'est une chasse qui est beaucoup plus, excuse l'anglicisme, friendly user, dans le sens c'est très facile d'accès. Oui. On peut chasser proche des chemins. Pourquoi? Parce que les perdrix vont souvent fréquenter les bords de chemin pour consommer du sable, qui est très bon pour leur digestion. Ils vont aller dans les petits feuillages aussi pour manger, puis aussi pour se percher. Pourquoi? Parce que les chemins, ils génèrent beaucoup de lumière. Et la perdrix, elle aime ça aussi se réchauffer. Donc, on a une zone de nourriture proche, on a un perchoir, il y a de la chaleur. Fait que souvent, les perdrix, c'est un endroit qui est assez propice. Au niveau du lièvre, je te dirais les sentiers, les petits chemins avec du petit sapinage sale, avec un petit peu de nourriture comme du bouleau, de l'érable, de la petite ramille basse. Il va pas se cacher là-dedans, il va manger. Puis souvent, au mois de novembre, au mois de décembre, quand il n'y a pas de neige, on les voit comme il faut. Des grosses pancartes blanches par terre, des gros nuages qu'il y a par terre. Fait que c'est facile à voir. Fait que je te dirais que c'est pas mal les principales techniques. On marche sur le bord des chemins, on s'amuse sur le bord des lacs, on trouve une place qui est propice, puis on s'essaye de même. Là, tu as apporté sur le plateau une arbalète. Oui. Bon, ça, je comprends que c'est l'arme principale pour capturer ces petits gibiers-là. Qu'est-ce que l'arbalète apporte de plus qu'un exemple, une carabine? Est-ce que c'est la précision? Est-ce que c'est peut-être pas la destruction parce qu'une carabine, c'est plus haut, mais qu'est-ce que ça apporte de plus en termes de finesse? Ce que j'aime beaucoup, c'est de l'arbalète, c'est sa simplicité. Toutefois, c'est pas encore l'arme la plus populaire pour le petit gibier. Le petit gibier, je dirais, le plus populaire, c'est encore le bon vieux calibre 12 à bascule ou à pompe, ou sinon le calibre 20, calibre 28, calibre 410. C'est très populaire, c'est des fusils beaucoup plus versatiles pour la relève. Et on peut l'avoir comme le calibre 20, ce qui est le fun pour les dames et pour les jeunes, des formats avec des crosses beaucoup plus courtes, des canons plus courts. Donc, je te dirais que c'est très mortel pour des courtes, moyennes et longues portées selon l'étranglement qu'on a au bout de notre canon et la munition. L'arbalète, c'est tout nouveau. Ça date de 2-3 ans. C'est des compagnies américaines qui ont développé ça. C'est des arbalètes qui roulent aux alentours de 225-200 pieds secondes. C'est très compact. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa simplicité d'utilisation. On peut être en vélo de montagne, on fait une petite balade, on traîne ça dans notre pack-sac, on voit une belle perdrix, on stationne le vélo, on fait une petite poursuite. On peut faire une tentative avec ça. J'aime beaucoup sa simplicité pour la courte distance. Ça amène du défi aussi à la chose. Parce qu'on sait qu'une grenaille d'un calibre 12, on a beaucoup de plomb, donc on a plus, la probabilité est beaucoup plus forte de récolter. Si on est quelqu'un comme moi je suis quelqu'un de sportif, j'aime beaucoup le défi. Ça me rappelle la chasse à l'arc au gros gibier. Donc j'aime faire une continuité là-dedans avec mon petit arbalète pour aller au petit gibier. Et c'est pas très gros, là. C'est quand même, je dis pas, c'est mince, c'est subtil, ça se porte bien. Oui, très compact. Parce qu'il y a des armes qui sont beaucoup plus... Le calibre 12 qui arrive, c'est très encombrant. On peut avoir des canons de 22 pouces, du 26 pouces qui est fréquent, du 28 pouces, 410, puis dans le 20, puis dans le 28, c'est des canons qui vont être plus courts. Toutefois, ça, on parle d'un produit, je te dirais approximativement d'environ 24 pouces de longueur totale, ce qui fait un avantage concurrentiel versus les fusils, parce qu'on gagne 2 pieds de format, donc tu peux te promener sur le long des sapinages. Tu veux faire un mouvement rapide, tu veux t'épauler rapidement, ça va être beaucoup plus facile. Je te dirais, le gros avantage, c'est très facile aussi à armer. Armé. Dans le fond, on le craint simplement comme ça, à la main. Tu fais juste l'armer comme ça, simplement. C'est très facile. Les flèches, je les ai pas amenées en studio parce que sécuritaire, mais une flèche à l'environ 8 pouces de long. Donc, c'est pas très encombrant, c'est facile, ça a beaucoup de frappe. Le monde pense souvent que c'est comme si tu lancerais une pichenote. Non, ça a de la frappe. Là. Quand tu pognes ta perdrix, si tu la pognes à la bonne place, derrière l'aile, ou sinon sur la base du cou, elle fera pas long. Là. Et ça, l'arbalète, là, c'est fait à la base pour blesser et le capturer ou le tuer davantage? Le but, c'est toujours de mourir. Là. Toutes les armes de chasse sont approuvées en fonction des normes en ce qui a trait à la force de frappe, puis aussi pour la coupe. Ce qui est important de comprendre, c'est quand on chasse à l'arc ou à l'arbalète, que ce soit au gros gibier ou au petit gibier,
c'est réglementé en fonction du poids du boulet, puis surtout la largeur du boulet. Exemple, une pointe de chasse rétractable ou fixe, il faut qu'elle ait, exemple, une coupe d'1 pouce et 1/8, 1 pouce et demi. Il y a des longueurs spécifiques. Donc, c'est vraiment la lame de la pointe qui va trancher le cou, qui va prendre une trajectoire dans la zone vitale de l'oiseau qui va mettre à mort rapidement. OK. Donc, le but, c'est pas de blesser, c'est mourir rapidement. OK. Et là, j'imagine qu'il y a un bon recul aussi avec ça. Là, il n'y a pas d'hockey. Écoute, je fais souvent l'exemple en studio. J'aurais une cible, je serais capable de tirer de même, puis tu le sens pas. Là, c'est pas comme un calibre 300 Magnum qu'on utilise à l'orignal, il faut s'accoter, puis le monde a quasiment peur. Exactement. Les petits gibiers qu'on parle, là, on a parlé de perdrix, on a parlé de lièvre, exactement. On trouve ça où dans Charlevoix? Est-ce que c'est des sentiers de bois? Est-ce que c'est plus sur le bord de l'eau? Où précisément? Est-ce que c'est partout où il y a vraiment des endroits clés où est-ce qu'on peut les retrouver? Je vais te donner 3 Q, excuse le terme. Oui, c'est correct. Je vais te donner 3 recommandations. Le premier, c'est pour celui qui chasse en milieu périurbain. Exemple, quelqu'un qui n'a pas de terrain mais qui habite à Baie-Saint-Paul dans le coin. Demander une permission auprès d'un propriétaire foncier qui a des terres agricoles. Souvent, les champs abandonnés avec des vieilles plantations d'épinettes, d'aunage et tout ça. Tu vends des vieux champs là, que ça a tout repoussé. Il y a beaucoup de lièvres là-dedans. Okay. Au mois de novembre, tu fais une chasse. Mettons, tu amènes ton fils, si tu veux l'initier. Oui. C'est facile à voir. C'est une boule blanche dans le bois, au pied d'un arbre. Tu checkes, tu t'avances, tu vois le lièvre, tu peux prendre une belle shot. Au niveau des perdrix, je te dirais, ce qui est plus dur, c'est au niveau de l'accès parce que proche des grands centres, on a juste les ecs. Un peu de territoire libre. Il y a quelques pourvoiries qui font des forfaits. Sinon, il y a les réserves fauniques. Les réserves fauniques, tu peux prendre des droits quotidiens, des forfaits d'hébergement. Tu vas avoir une meilleure chance, vu que c'est plus loin, les territoires sont plus grands. Oui, absolument. Moins de pression de chasse. Fait que je te dirais que c'est un peu les 3-4 spots dans le coin qu'on peut en faire, puis surtout avoir du succès, puis peut-être apprêter une belle venaison à la maison. Avant de conclure, en termes de période de chasse, là, pour le petit gibier, là, on entre dans la phase que ça va être le temps. Les moments les plus opportuns pour ça, parce qu'on parle souvent, il y en a que c'est le matin, il y en a que c'est le soir, tout dépendamment de ce que tu vas aller chercher. Ouais. C'est quoi le meilleur timing, encore une fois, c'est des allées du terme, mais pour avoir une bonne chasse par rapport à ces petits gibiers-là? Je te dirais, ce qui est important de tenir compte, c'est en fonction de la période de chasse. Parce que le petit gibier, on peut commencer à le pratiquer dans les environs du 20 septembre, mais ça se prolonge jusqu'à la fin décembre, début janvier. Ça change beaucoup la stratégie de chasse à cause de l'ensoleillement dans la journée. Exemple, une journée ensoleillée au mois de novembre, la période ensoleillée est beaucoup plus courte qu'en septembre. Oui. Donc, moi, si j'ai à mettre de l'effort pour récolter une perdrix ou un lièvre présentement, surtout la perdrix, exemple, bien, je vais me concentrer sur les fins d'après-midi. Pourquoi? Parce qu'elle va se rapprocher proche des chemins, manger du sort, manger un peu de feuillage, puis elle va aller se percher dans un arbre. Donc, je n'irai pas chasser là à midi et demi pour rien. Je vais me concentrer dans les bonnes heures. Le matin, de bonne heure, dès que ça va sortir, dès que la chaleur du soleil va vraiment les faire sortir, ou sinon, je vais y aller le soir. Sinon, je te dirais au mois d'octobre, au mois de septembre, je vais y aller à n'importe quel temps du jour, je vais me mettre dans une place propice, puis je vais en voir. Est-ce que la fraîcheur de la météo a aussi un impact sur le moment propice de la journée là-dessus? Je te dirais pour le lièvre, oui. Okay. Le lièvre, là, la température, ça peut jouer, parce qu'un lièvre, souvent, quand il fait chaud, il va s'installer en dessous d'un arbre, il ne bougera pas, il va être vraiment sédentaire, mais il va plus bouger quand il va faire froid. Fait que souvent, tu vas voir, mettons, s'il a tombé une faible neige, tu vas avoir des traces au sol. Okay. Fait que là, tu peux savoir qu'ils sont rentrés dans cette telle talle de bois-là, ben là, tu peux faire une battue, tu peux essayer de concentrer leurs efforts, puis tu peux les faire récolter. Là. Merci beaucoup, FX, pour cette chronique, et on se reparle très, très bientôt. Merci beaucoup, puis la semaine prochaine, on parle planification de voyage de chasse et de voyage de pêche à la prochaine émission. Excellent, merci beaucoup.